Bonjour mes chers étudiants. Dans cette séance, on va terminer le chapitre 2, intitulé Variables aléatoires. Et pour cela, bien sûr, on va terminer le paragraphe intitulé Quelques lois continues usuelles. Et on va voir notamment deux lois. On a déjà vu la loi normale qui est la loi, disons, fondamentale, la loi la plus célèbre, la plus utilisée. Et puis on va voir deux lois qui sont aussi très très utilisées dans les applications statistiques et surtout dans les applications statistiques en économie, c'est-à-dire l'économétrie. La première loi, c'est la loi de Qui-2. Elle s'écrit chi, mais elle se lit Qui-2. Ça vient de la lettre grecque qui. Et la deuxième, c'est la loi de student. Student en anglais, c'est l'étudiant. Okay. Donc, la loi de Qui-2, on va la construire à partir de la loi normale. Si on a plusieurs variables normales, c'est-à-dire x1 jusqu'à k, on n'a qu'à variable aléatoire normale standard, suivant la loi normale de moyenne 0 et de variance 1, c'est-à-dire centrée réduite. Ces variables, il faut qu'elles soient indépendantes. Donc, on n'a qu'à variable aléatoire indépendante distribuée suivant une loi normale centrée réduite. Alors, la variable aléatoire qui est la somme des carrés de ces variables aléatoires, y égale la somme de 1 jusqu'à k, xi au carré. Bien sûr, le support de cette variable y, puisqu'elle est la somme des carrés, elle est positive, donc son support c'est r+. Et elle suit une certaine loi, et cette loi est dite la loi Qui-2 à 4 degrés de liberté. Et on va écrire y suit la loi Qui-2, on utilise la lettre Qui-2, la lettre grecque qui, d'indice K, le nombre le degré de liberté, et le 2 c'est puisque la Qui-2 elle est construite à partir des carrés. Okay? Alors par exemple, si on prend une seule variable aléatoire, une variable aléatoire qui est égale au carré d'une normale, c'est une Qui-2, à un seul degré de liberté. 2, si on a deux variables aléatoires, x1 carré plus x2 carré, on aura une Qui-2 à 2 degrés de liberté. Bien sûr, ce degré de liberté, c'est-à-dire y peut être changé en changeant l'une des variables parmi les k variables. Donc on a k degrés de liberté pour changer le y. C'est pour cela qu'on parle de degré de liberté. Alors, un travail mathématique de calcul peut montrer facilement que l'espérance de y égale à k. On peut le voir ici, l'espérance de y, c'est l'espérance de cette somme-là, et l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, donc on aura la somme des espérances xi carré. Et l'espérance de xi carré, c'est la variance de xi, puisque la moyenne de xi, elle est nulle. Donc l'espérance xi carré, c'est la variance de xi, et la variance de xi, c'est 1. Donc on aura la somme de 1 jusqu'à k, donc on aura k. Et par conséquent, l'espérance d'une Qui-2 à 4 degrés de liberté, c'est k. Et la variance, on peut aussi le calculer de la même façon, mais ça sera un petit peu plus compliqué. On peut démontrer que c'est 2k. Maintenant, quelle est la densité de cette loi qui a été construite à partir de variables aléatoires? Bien sûr, on peut se poser la question, où est-elle la densité? Donc, cette densité existe, mais elle est très complexe à écrire et à étudier. Donc, on ne va pas la définir. Et quel est l'intérêt de cette loi? En fait, c'est parce que, généralement, la variance empirique d'un échantillon, qu'on va appeler S carré, si on a un échantillon, on a choisi n copies d'une variable aléatoire x. Donc on aura la somme de i, on aura n xi. Donc la variance de cet échantillon descriptif, c'est 1 sur n, la somme xi moins x bar, le tout au carré. Ça, on le connaît. La variance un petit peu ajustée, on va utiliser 1 sur n moins 1. Donc ça, c'est la variance, ce qu'on appelle la variance empirique. Ou la variance échantillon. On peut l'écrire. Alors cette variance, regardez, elle est sous la forme des carrés de variables aléatoires.
Donc, si les variables aléatoires échantillonnées sont normaux, alors la loi de ce S carré sera une qui 2. Donc, l'utilité de cette qui 2, c'est qu'elle va caractériser les variances des échantillons. C'est la loi des variances empiriques. Et ce S carré sera une qui 2 à n-1 degré de liberté. Parce que ici, le x bar, il utilise toutes les xi. Donc, en fait, une fois qu'on a n-1 xi et on a en plus le x bar, on peut bien sûr déduire le xn. Et par conséquent, on n'a pas ici n degré de liberté, on a seulement n-1 degré de liberté. Ok? Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire pour contrôler cette loi? Il nous faut la table de ces quintiles. Généralement, on va utiliser les quintiles d'une qui 2. Et pour plusieurs valeurs de degré de liberté. Bien sûr, on peut voir aussi la courbe de cette qui 2, les densités. Donc, regardez pour n égale k égale à 2 degrés. Regardez l'allure. Pour k égale à 3. En vert, pour k égale à 3 en vert, en rouge, pour k égale à 4. C'est toujours dissymétrique, regardez. Il n'est pas symétrique cette loi. Le support c'est 0 jusqu'à plus l'infini, mais elle n'est pas symétrique. Elle est dissymétrique à gauche. Et pour k égale à 1, elle est un petit peu en hyperbole. Hein, elle est hyperbolique. Mais pour les autres, elle est en cloche, mais dissymétrique, disons. Hein. Il a un dos ici d'âne, assez grand, et elle est dissymétrique à gauche. Maintenant, les fonctions de répartition, c'est toujours une forme sigmoïdale, regardez. Mais la forme, comment ça monte vers le 1, c'est différent. Hein. K égale à 5, ça monte un petit peu lentement, mais pour les autres, ça monte très, très vite. Voilà la table pour lire les quintiles. Par exemple, la quintile importante de 0,95 pour degré de liberté 10 par exemple. Alors 0,95, la voilà. 3,9. Et on sait bien que la moyenne, elle est 10. Puisqu'on a dit que la moyenne d'une qui à 4 degrés de liberté, à 10 degrés de liberté, la moyenne c'est 10. Mais en fait, on est sûr qu'à 80%, à 95%, que la valeur d'une qui 2 à 10 degrés de liberté ne va pas dépasser 3,9. Ne va pas dépasser 4. Regardez, la moyenne, elle est 10, mais elle est regroupée à gauche de 4. La moyenne, elle est égale à 10, mais elle est regroupée à gauche de 4. Ça, c'est dû à la dissymétrie d'une loi qui 2. Donc, on peut lire ici les quintiles les plus importantes. 99, 95, 001, 005, ainsi de suite. Parce que ces quintiles, ils sont les quintiles à gauche et les quintiles à droite, ce sont les plus importants, puisque généralement, on prend 5% d'erreur, 10% ou 1%. Donc, on est amené à calculer les quintiles à 99 ou à 90 ou à 95 ou ainsi de suite. Une autre loi très importante, c'est la loi dite de Student. Alors, Student, ça, c'est un statisticien, en fait, c'était un comptable, et qui travaillait dans une brasserie et qui travaillait bien sûr sur les stocks et la production. Et il a construit cette loi, et quand il l'a construit, bien sûr, quand il écrivait les articles scientifiques, il ne signait pas par son vrai nom, il signait avec Student, Talib. Et la loi s'est nommée par ce nom-là, la loi de Student. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, soit c'est une variable aléatoire distribuée, suivant une loi normale. Si on a une loi normale, centrée, et on a une y qui est une qui 2. Donc, on va regarder, on a construit la loi normale, et puis à travers la loi normale, on a construit la loi qui 2. À travers les lois normales, on va construire la loi qui 2. Et à travers la combinaison d'une loi normale et d'une qui 2, on va construire cette troisième loi qui est la loi de Student. Donc, ce y-là, il doit être indépendant de la variable aléatoire normale. Donc, ces deux variables sont indépendantes.
C'est-à-dire les événements engendrés par l'une ne sont pas influencés par les événements engendrés par l'autre, tout simplement. Donc, la variable aléatoire qui était définie par la variable normale divisée sur la racine de la variable qui est divisée sur k a pour support R, puisque Z, elle appartient de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc le T aussi. Cette variable-là va suivre une loi spéciale qui va être dite la loi de student à k degré de liberté. Le K, ça vient de degré de liberté de loi qui 2. Et on va écrire le grand T, ça suit une loi de student. On va la noter par petit t indice K, à k degré de liberté, bien sûr. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la loi de student, elle est comme la loi normale, elle est symétrique. Et par conséquent, la fonction de répartition de moins x, c'est 1 moins la fonction de répartition de x. On va voir, voilà. Regardez quelques allures de loi de student pour différents cas. K égale à 1, c'est le rouge. K égale à 2, le vert. K égale à 5, le bleu. Et K égale à l'infinité, on va le voir après, c'est que si on tend le degré de liberté vers l'infini, eh bien, cette courbe-là, ce n'est rien d'autre que la loi normale. Donc, une loi de student, ça tend vers la loi normale. Mais quand K est petit, elle est plus aplatie que la loi normale. Ça veut dire, en fait, que les valeurs aberrantes, les valeurs extrêmes sont plus probables qu'une loi normale. Hein? Il ne s'aplatit pas, disons, il ne s'aplatit pas vite. Il s'aplatit de petits en petits. Donc, il y a beaucoup de valeurs aberrantes dans une loi de student. Et cette loi de student, c'est elle qui, en fait, approxime mieux les fluctuations des indices boursiers et des actions sur la bourse. Parce que dans ces indices boursiers et tout, il y a plus de valeurs aberrantes à gauche et à droite, et ils ne sont pas normales. Les remarques sur cette loi, c'est que son espérance, elle est nulle. Okay. C'est un petit peu l'espérance de la variable aléatoire Z. Et ces variances, il faut la calculer. C'est un petit peu complexe, mais on va l'admettre. C'est K sur K-2. La densité, elle a une certaine densité, mais c'est une fonction complexe et on n'en a pas besoin. Et l'utilité, c'est que la moyenne standardisée d'une moyenne empirique d'un échantillon suit une student. Si on prend un échantillon et on prend sa moyenne arithmétique, c'est-à-dire 1 sur n, la somme des xi, alors cette moyenne, elle aura la moyenne de x, la variable aléatoire d'intérêt. Si on la centre et on la divise sur l'écart type empirique de l'échantillon, qui suit, on l'a déjà dit, le S carré suit une qui 2. Donc la racine S suit la racine, donc le S carré suit une qui 2. Donc si on fait une racine à cette variance empirique et on la divise sur K, on aura exactement une loi de student. Et généralement, on aura besoin de la loi de ce x bar. Puisque ce x bar, c'est lui qui va estimer le mu, la moyenne d'une variable aléatoire. Donc, cette loi, elle est très importante pour caractériser la moyenne empirique, c'est-à-dire la moyenne d'un échantillon. Et bien sûr, elle est tabulée pour plusieurs valeurs K, bien sûr. Voilà sa fonction de répartition, elle est toujours sigmoïdale. Et quand elle tend vers l'infini, voilà, c'est celle d'une loi normale. Voilà le quantile d'une loi de student, bien sûr. Par exemple, on veut avoir le quantile à 0,975, qui laisse 25% à droite et 97,5 à gauche pour une loi de student à 10 degrés de liberté. Donc c'est 2,228. La voilà. Si on veut une négative, il suffit de, bien sûr, pour la quantile négative, c'est exactement moins 2,228. Puisque les deux quantiles sont en opposé. Hein, les deux. Puisque la fonction, n'oublions pas, elle est symétrique. Donc la quantile à 0,95, elle est opposée à la quantile à 0,05.
Donc, pour avoir la quantité 0,05, il suffit de voir, d'opposer l'opposé à 0,95. Ceci dit, je vous remercie et à la prochaine.